Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi soir dans Au Quotidien. Au programme de votre demi-heure, dans quelques secondes, le journal, la météo et puis à 18h45, Alain Moreau pour un rendez-vous histoire. Nous évoquerons avec lui l'inconnu de la dynastie Bollé, le troisième fils d'Amédée Ernest Bollé qui s'appelait Camille. Et puis, vous pourrez aussi gagner vos places pour le cirque Zavata qui s'est installé jusqu'à la fin du mois de janvier du côté de la Suze. Mais pour commencer, c'est le journal. Et il est là pour la présentation de ce journal, c'est Anthony Piton ce soir. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la restructuration de l'usine d'eau potable de l'Épau. Elle alimente le réseau de Le Mans Métropole. Ce chantier de modernisation permettra à terme d'améliorer la qualité de l'eau du robinet des habitants. La campagne présidentielle s'organise au niveau local avec les comités de soutien. Ce jeudi, les Républicains et le Parti Socialiste affichaient leur appui à leurs candidates respectives, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Et puis Jessica Van Rieswijk sera notre invitée. Elle est bénévole au sein de l'association Astrée en Sarthe. Son combat au quotidien, rompre la solitude des Sartois isolés. L'eau du robinet s'apprête à devenir encore meilleure qu'avant et on en parle ce soir, Anthony. Un nouveau bâtiment sort de terre à l'usine d'eau potable de l'Épau qui alimente le réseau de Le Mans Métropole. Il permettra à partir de l'été 2022 des traitements supplémentaires sur les pesticides et les micropolluants. Une visite du chantier a eu lieu ce vendredi. On voit ça avec Diane Lemoisson. 33 500 mètres cubes d'eau potable sortent de cette usine chaque jour. Tout commence dans l'huile où l'eau est captée. Elle est ensuite traitée tout au long d'un parcours pour la rendre propre à la consommation. Dans quelques mois, elle passera ensuite dans ce nouveau bâtiment pour un traitement supplémentaire. On vient séparer la matière organique qui se retrouve dans l'eau et les limons qui se trouvent dans l'eau de l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de clarification. Et ensuite, on a une deuxième étape qui, elle, va venir, grâce à du charbon actif en poudre, donc un matériau très poreux, va venir capter dans les pores du charbon les micropolluants, les micropolluants, les pesticides notamment, pour les éliminer de l'eau. À cela s'ajoute une désinfection aux ultraviolets. Coût du chantier, 25 millions d'euros, rendu nécessaire par le durcissement des normes de l'eau potable. On connaissait ici, avec le prélèvement sur l'huile, quelques pics, quelquefois avec des polluants en particulier d'origine agricole. Il fallait qu'on améliore notre système. Et aujourd'hui, avec cet outil, qui est un outil ultra moderne, on va avoir une qualité de l'eau qui est en parfaite phase d'ailleurs avec toutes les normes, même avec un peu d'avance. Les nouveaux équipements sont à basse consommation et 615 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit, allégeant de 3% la consommation de l'usine. Enfin, soin particulier a été apporté à l'architecture. Bardage en bois et motifs de l'abbaye l'intègrent parfaitement à l'Épau. La nouvelle usine commencera sa production courant novembre 2022. Stéphane Le Foll souhaite à cette occasion des portes ouvertes grand public. On revient à présent sur la mobilisation des syndicats enseignants pour demander la démission du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. La manifestation a rassemblé une soixantaine de personnes ce jeudi soir devant la préfecture de la Sarthe au Mans. Un montage vidéo de quelques-unes des déclarations du ministre de l'Éducation nationale a été diffusé et les manifestants ont sorti des serviettes de plage, des paréos et des tubas. Ils ont aussi dansé pour se moquer des vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. On écoute le co-secrétaire du SNUIPP FSU, Julien Cristofoli. On a un ministre qui ment et hontément, qui nous dit qu'il est au plus près du terrain en train de finir son protocole qu'il nous envoie le dimanche soir, quelques heures avant la rentrée. Et en fait, il est à plusieurs milliers de kilomètres, les pieds dans le sable. Et en plus, voilà, il ment. Enfin, quel exemple pour les élèves, pour la nation. Enfin, un ministre pris la main dans le sac. Enfin, c'est ridicule. Et en même temps, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là parce qu'aujourd'hui, les écoles ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, l'école française est en panne de la faute d'un ministre qui obstinément prétend que les écoles peuvent rester ouvertes quoi qu'il en coûte. Alors nous, on est tous pour que les écoles restent ouvertes, soyons clairs, mais pour que l'école soit un lieu d'apprentissage, un lieu sécure et fonctionnel. Là, c'est ni sécure ni fonctionnel. Enfin, on peut se contaminer à l'école et en plus, on n'y apprend à peu près rien parce que les camarades sont pas là et qu'on peut pas vraiment mettre en place des séances. On peut pas faire de la pédagogie là. Et notez que les syndicats d'enseignants et la FCPE appellent le personnel de l'Éducation nationale à participer au mouvement de grève prévu jeudi prochain, le 27 janvier. Elle accompagne les personnes touchées par la solitude et on va en parler avec elle ce soir car c'est l'invitée de ce journal. Jessica Van Rieswijk, bénévole au sein de l'association Astrée qui va répondre à vos questions, Anthony.
Bonsoir Jessica Van Rieswijk. Bonsoir Anthony. Alors l'association Astrée, qu'est-ce que c'est ? Alors Astrée, c'est une association qui existe sur le territoire français depuis plus de 30 ans, 34 ans exactement, et qui s'est implantée au Mans depuis un an environ grâce à la volonté de Joël Bruno et de son équipe. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une association composée principalement, quasiment uniquement de bénévoles qui accompagnent des personnes pour lutter contre l'isolement et la solitude, principalement, le gros sujet de l'année. Alors vous êtes une vingtaine de bénévoles aujourd'hui. Quelle est la méthode que vous appliquez pour recréer du lien social avec les personnes qui souffrent de solitude ? Alors pour accompagner les personnes qui souffrent de solitude, ça représente environ 18% aujourd'hui, enfin en 2021. Donc ça représente pratiquement 10 millions de personnes en France. Ouais. Et pour accompagner ces personnes-là, les aider à sortir de la solitude, on pratique simplement l'écoute centrée sur la personne. Donc c'est une écoute bienveillante dans laquelle on va simplement recueillir le ressenti de la personne qu'on accompagne. Quelles répercussions ça peut avoir, la solitude, chez les gens qui en souffrent de manière régulière, sur des fois de longue durée ? Alors la solitude peut prendre peut avoir des impacts assez différents en fonction des personnes, mais on remarque beaucoup d'états dépressifs, de dépression. Ça peut aussi être compensé ou pris en charge par les substances psychotropes, la consommation d'alcool aussi. Il peut y avoir de grosses conséquences psychologiques, notamment on remarque souvent beaucoup de pensées suicidaires auprès des personnes qui touchent en plus de plus en plus de jeunes. On constate vraiment une évolution de la part des jeunes qui déclarent se sentir de plus en plus seuls. Donc vous passez du temps avec ces personnes, vous les écoutez, c'est un accompagnement personnalisé que vous mettez en place, c'est ça ? Exactement, c'est vraiment personnalisé. Donc une personne prend contact avec notre association. Il y a une référente qui va prendre sa demande en compte et qui va ensuite la mettre en relation avec un de nos bénévoles disponibles à ce moment-là. Et l'accompagnement se fait vraiment à la demande de la personne. C'est un accompagnement qui s'installe vraiment dans la durée. Donc en moyenne, nos accompagnements durent entre un an et demi. Ça peut aller jusqu'à un an et demi. Et donc là, on va vraiment créer un échange. Il y a une certaine confiance qui s'instaure, un vrai lien qui se fait avec les personnes que l'on accompagne. Et c'est un lien effectivement individuel qui se construit au fil du temps. Est-ce qu'il y a un public qui est plus touché que les autres par la solitude, les personnes âgées peut-être ? Alors, quand on parle de solitude et d'isolement, on pense très rapidement, je pense, dans l'esprit commun, aux personnes âgées. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui en souffrent, notamment en plus depuis le contexte sanitaire actuel. Ça touche vraiment tout le monde. Enfin, il y a pas vraiment de spécificité. On voit l'effet le fléau de la solitude qui explose sur toutes les catégories d'âge, sur toutes les catégories socio-professionnelles. Donc il n'y a plus vraiment de différence, même si on constate quelques écarts, mais voilà, ça touche vraiment tout le monde. Merci à vous, Jessica Van Rieswijk. Je donne juste votre numéro de téléphone et puis le mail pour les gens qui voudraient vous contacter. Ça s'affiche en dessous, c'est le 07 68 11 09 55. Et puis il y a aussi un mail, c'est lemans@astri.asso.fr. Et puis vous organisez aussi un événement, je crois, ça sera à la fin du mois de janvier, le 26 et le 27 à l'espace commercial des Jacobins. Voilà, on vous attend nombreux. Anthony, on parle politique à présent puisque c'est la semaine des lancements de campagne. Les Républicains ont réuni leur comité de soutien ce jeudi. La porte-parole de Valérie Pécresse, Christelle Morancé, était en Sarthe pour fédérer les sympathisants à leur candidate. Reportage d'Hélène Galliana. Cette France abandonnée, nous n'en voulons plus. Et nous avons besoin d'une candidate qui sera demain une présidente. La présidente de la région Pays de la Loire a depuis quelques semaines une nouvelle casquette, celle de porte-parole pour la candidate de la droite Valérie Pécresse.
C'est pour moi bien évidemment une fierté, un honneur et donc je compte me mobiliser notamment comme je le suis en tant que présidente de région, à savoir une campagne de terrain. J'étais la semaine dernière en Bretagne, je serai la semaine prochaine donc en Charente-Maritime. Je veux vraiment être sur le terrain à la rencontre de nos concitoyens, mais encore une fois mon engagement dans cette campagne, c'est pas contre des hommes et des femmes ou un projet, mais c'est plutôt pour une femme en qui j'ai confiance. Devant la quarantaine de sympathisants et d'élus présents dans la salle, ce jeudi soir, le comité local a loué les talents de l'actuelle présidente de la région Île-de-France. Et pour cette campagne, tout sera question d'organisation pour Christelle Morancet. Mon rôle de porte-parole, bien évidemment, ne m'exclut pas de la région des Pays de la Loire. Je suis très présente. J'étais notamment aujourd'hui en Sarthe, en déplacement à Allonne avec le maire d'Allonne pour parler des projets, pour parler aussi d'économie. Je serai demain donc aux côtés du Premier ministre pour la pose de la première pierre du CHU de Nantes. Je reste bien évidemment pleinement mobilisée pour la région des Pays de la Loire. Prochainement, les soutiens de la candidate ont prévu d'aller arpenter les marchés sartois pour aller à la rencontre des électeurs. Après les Républicains, direction le Parti Socialiste qui a aussi débuté sa campagne dans le département hier soir, ce jeudi. Oui, et eux aussi ont lancé leur comité de soutien, cette fois pour soutenir Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la peine dans les sondages, pourra compter en Sarthe sur la maire de la Flèche, Nadine Grelet-Certenay, et sur la première secrétaire de la fédération PS en Sarthe, Christine Taforo-Hardy. Des réunions, des forums, du tractage. La fédération du Parti Socialiste de la Sarthe s'implique pour Anne Hidalgo. Un comité de soutien vient de voir le jour pour assurer la campagne au niveau local de la candidate PS à l'élection présidentielle. Et pour tracer la feuille de route de ces actions, c'est la maire de la Flèche, Nadine Grelet-Certenay, qui a été désignée comme référente départementale. Il y a une candidate qui émerge, il y a une candidate qui est socialiste, qui a été élue. Il y a un programme, un projet, 70 propositions, il y a un travail qui a été fait, écrit, chiffré, et donc ça veut dire que là ça y est, on rentre dans le concret, on rentre dans le dur, et ça veut dire que c'est pas uniquement de je vais être candidate, c'est aussi le travail qui s'annonce derrière qui me paraît important, et ce sera la base de notre campagne, puisque c'est bien sûr sur ces propositions qu'on va pouvoir enfin parler des valeurs de la gauche, parler d'autre chose que de la droite et de l'extrême droite, hein, et puis parler de ce qui nous rassemble justement pour toutes les populations qui sont en attente. On a au-delà des sympathisants, on a quand même une population qui est en attente de ce qu'est la gauche. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril prochain. D'ici là, Anne Hidalgo pourrait venir en Sarthe. Le comité de soutien travaille à sa venue avec la Fédération nationale du Parti socialiste. Merci beaucoup Anthony, c'est la fin de ce journal. Merci à vous Aurélien. Une page de pub, la météo, on se retrouve juste après avec Alain Moreau. On parlera de Camille Bollet, le troisième frère que l'on ne connaît pas très bien. A tout de suite.